Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'impératrice byzantine Irène l'Athénienne, épouse de Léon IV. Et à la mort de son mari, elle règne en tant que régente pour son fils Constantin VI, de 780 à 790. Mais de 797 à 802, elle règne en tant qu'empereur de plein droit. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit empereur et non impératrice. Elle avait le titre de Basileus. Elle est la première femme à le faire dans l'histoire byzantine. Mais vous vous demandez, mais comment elle a fait? Tout simplement en aveuglant son fils Constantin VI. Au cours de son règne, Irène complote sans relâche pour conserver le trône qu'elle allait perdre et reconquérir à 3 reprises. Mais on se souvient surtout d'elle pour avoir rétabli la vénération chrétienne des icônes que ses prédécesseurs de la dynastie isorienne avaient détruit. Même cette campagne apparemment pieuse n'était en réalité qu'un moyen pour Irène de vaincre ses ennemis et de conserver le pouvoir arraché à son fils. Vous voulez en savoir plus sur le règne d'Irène? Venez avec moi. On sait très peu de choses sur la jeunesse d'Irène, si ce n'est qu'elle était une orpheline d'Athènes d'une beauté extraordinaire, née vers 752. L'empereur Constantin V, 741-775, organise à cette fin un concours de beauté à toute l'échelle de l'Empire byzantin. La tire de l'obscurité de la ville provinciale qui était alors devenue Athènes et lui fait épouser son fils, le futur empereur Léon IV, qui allait régner de 775 à 780. Quoi de mieux comme destin de passer d'anonyme à impératrice? Le mariage eut lieu en 769 et elle influence immédiatement la politique de l'État en tempérant les attaques de son mari contre la vénération des icônes par l'Église. Le court règne de Léon IV prend fin lorsqu'il meurt de fièvre à l'âge de 30 ans, lors d'une campagne militaire contre les Bulgares. Mais l'appétit du pouvoir d'Irène avait besoin d'être alimenté. La principale source sur son règne est l'œuvre de son contemporain, le moine et chroniqueur byzantin Théophane le Confesseur. En tant que défenseur des icônes, l'historien offre une représentation très favorable de l'impératrice, qui a œuvré pour le rétablissement des icônes. Même s'il reconnaît que les actes d'Irène n'ont pas toujours été en harmonie avec l'image d'une impératrice pieuse et chrétienne, il considère que ses actions en faveur de l'Église l'emportent sur tout le reste. Le fils d'Irène, Constantin VI, règne de 780 à 797, héritant de l'Empire byzantin à l'âge de 9 ans seulement. En tant que régente de son jeune fils, au cours de la décennie suivante, Irène étouffe une rébellion menée par les fils de Constantin V, renvoie les ministres et les militaires dont la loyauté était douteuse, tout en utilisant l'expérience de 2 eunuques de la cour. En 783, Staurakios envoie une armée byzantine combattre les Slaves en Grèce. L'année suivante, Irène remporte les premiers succès militaires de son règne contre les armées slaves et arabes. Les affaires religieuses semblent avoir toujours été au centre des préoccupations de la régente. Et en 784, elle fait de son ancien secrétaire le patriarche de Constantinople, bien qu'il n'ait pas été encore ordonné. Ensuite, Irène convoque un concile de l'Église à Constantinople en 786 pour mettre officiellement fin à la destruction des icônes par l'iconoclasme. Cependant, des membres influents de l'armée s'opposent à cette décision et organisent une émeute qui force la clôture des réunions du concile. L'impératrice ne se laisse pas décourager et envoie rapidement les fauteurs de troubles en Asie mineure sous le couvert de la préparation d'une nouvelle campagne militaire. Une fois à l'étranger, l'armée fut dissoute, les postes d'autorité occupés par des personnes plus loyales envers l'impératrice. Une fois l'opposition militaire réglée, Staurakios accompagne Irène au 7e concile œcuménique de Nicée en septembre 787. Irène
et 350 évêques invités y décident de restaurer l'orthodoxie de la vénération des icônes dans l'église chrétienne et de mettre fin à l'iconoclasme. La persécution des iconophiles avait été un élément clé des règnes des empereurs précédents, en particulier du beau-père d'Irène, Constantin V. L'impératrice ne pouvait donc pas se montrer trop sévère à l'égard des auteurs de ces actes, au risque de s'aliéner les membres de sa famille à la cour. Au lieu de cela, ils furent autorisés à se repentir de leurs péchés et réintégrer l'Église, qui scintille à nouveau de ses précieuses icônes. Lorsqu'Irène devient une personnalité influente à la cour impériale, l'Empire byzantin est dans une situation difficile. Depuis plus d'un siècle, il a connu une profonde diminution territoriale, perdant toutes les provinces orientales en dehors de l'Anatolie, une partie de l'Italie et la quasi-totalité de la péninsule balkanique. Ces différents revers ont conduit les prédécesseurs d'Irène à opter pour une politique défensive en recentrant l'Empire sur l'Asie mineure et la mer Égée. Même si l'Empire byzantin possède également des possessions périphériques, notamment en Italie, celles-ci sont peu à peu délaissées et contraintes de se défendre de manière autonome. En arrivant au pouvoir, Irène doit sécuriser les frontières de l'Empire face à deux principaux ennemis, les Bulgares, installés à proximité directe de Constantinople, et les Arabes du califat abbasside, qui mènent régulièrement des raids en Asie mineure. Les premiers se sont installés dans les Balkans au cours des années 670 et sont constamment en guerre avec l'Empire byzantin. Malgré les campagnes victorieuses de Justinien II et de Constantin V, les Bulgares n'ont pas été soumis et constituent toujours une menace. Heureusement pour Irène, les Bulgares sont divisés par des conflits internes, ce qui les empêche d'être véritablement dangereux. Les seconds ont mené par deux fois un siège devant Constantinople, en 674 et en 717, mais ont tout le temps été repoussés, et ne sont désormais plus en mesure d'accomplir des conquêtes territoriales. Au 8e siècle, une zone tampon à peu près stable s'est construite en Asie mineure à la frontière de l'Empire byzantin et du califat abbasside. Chaque année, les troupes arabes la traversent afin de mener des raids de pillage avant de repartir avec leur butin. Des combats de frontières éclatent par ailleurs épisodiquement, mais sans résultat notable. Lorsqu'Irène fait savoir qu'elle avait l'intention de régner au-dessus de son fils Constantin VI, malgré l'âge qu'il avait, beaucoup de ceux qui s'opposaient à la restauration des icônes voyaient les dangers que les purges d'Irène avaient fait courir à l'armée et pensaient que Constantin VI était le seul à pouvoir prétendre au trône. Il se rallie immédiatement au jeune empereur contre sa mère pour avoir l'espoir de la renverser. Irène réagit en les jetant en prison, mais en 790, l'armée soutient Constantin VI et le libère. L'armée comptait encore de nombreux iconoclastes qui avaient refusé de jurer fidélité à Irène pour des raisons religieuses. Désormais âgé de 19 ans, désireux d'écarter une fois pour toutes sa mère des affaires de l'État, Constantin VI l'a banni de la cour, ainsi que ses plus proches conseillers. Il engage Michel, Lécano Dracone, l'influent général et gouverneur. Après une décennie passée dans l'ombre, Constantin VI prend la place qui lui revenait au sommet du gouvernement byzantin. Malheureusement, comme vous en doutez, le jeune empereur n'était pas à la hauteur de sa tâche. Des défaites contre les Bulgares, une trêve honteuse contre les Arabes, n'aident en rien sa popularité, et les conspirations à la cour étaient légion. L'une d'entre elles, menée par l'oncle de Constantin VI, Nicéphore, fut étouffée, l'empereur l'aveugle, immédiatement comme le veut la coutume byzantine. Constantin VI ordonne alors que l'on arrache la langue de ses 4 oncles. Irène n'allait pas non plus être reléguée aussi facilement dans les coulisses du pouvoir, comme vous en doutez. Elle veut le pouvoir et elle veut le conserver. Elle revient à la cour en 792, invitée par son propre fils,
dans une ultime tentative de rétablir un peu d'ordre dans son règne. En fait, ils gouvernent ensemble, mais Irène ne tarde pas à comploter contre son fils. Constantin VI ne pouvait plus compter sur le soutien de Michel Lacana Dracona, le général ayant été tué cette année-là lors d'une campagne contre les Bulgares. L'armée n'était guère impressionnée par le jeune empereur, et sa popularité chute davantage encore lorsqu'il commence à rendre ses soldats responsables de leur défaite, prenant l'initiative de tatouer le mot traître sur le visage d'1 millier d'entre eux. Le dernier coup porté aux ambitions de Constantin VI fut les protestations qui suivent son divorce, puis son mariage avec sa maîtresse, Théodote, ce que l'on appelle la controverse Moéquienne, en 795. Pour ne rien arranger, le couple eut un fils 18 mois plus tard, un scandale total. 2 moines se montrent particulièrement véhéments à l'égard du comportement de l'empereur en tant que chef de l'Église, affirmant tous deux que son divorce était illégal et qu'en se remariant, l'empereur avait donc commis un adultère. L'empereur perd le soutien du seul groupe sur lequel il avait toujours pu compter, les iconophiles. En 797, lorsqu'Irène reprend le trône, elle fait aveugler son fils dans la chambre pourpre du palais où il était né. Il n'y aurait pas d'autre rébellion contre son règne. Constantin VI meurt peu après, très certainement des suites de ses blessures qui étaient destinées à tuer et non à mutiler une personne. Son héritier étant déjà mort plus tôt la même année, Irène s'était débarrassée de tous ses adversaires. Par la suite, Irène est désignée dans les documents officiels de l'État comme Basileus, empereur, et non comme impératrice, la première femme à régner ainsi de plein droit. Elle continue à s'intéresser à tous les aspects de son empire, politique, guerre, religion, tente de gagner des faveurs en annonçant des réductions d'impôts pour son peuple. Les Arabes doivent être payés pour éviter de nouvelles invasions, ce qui met l'État en faillite, et le peuple ne lui pardonnera jamais ses crimes, même si elle fournit des soupes populaires pour les pauvres et des logements pour les personnes âgées. Le fait de parcourir Constantinople dans un char doré en lançant des pièces de monnaie dans la foule n'est de guerre non plus. Des temps difficiles s'annonçaient pour la souveraine la plus ambitieuse et la plus impitoyable de Byzance. En début de l'année 802, Irène tente un mariage d'alliance avec le roi des Francs, Charlemagne, qui était favorable à une nouvelle unification des deux moitiés de l'ancien empire romain. Un plan similaire avait déjà été tenté lorsqu'Irène avait organisé le mariage de son fils défunt avec Rothrude, la fille de Charlemagne. Mais Irène avait rompu les fiançailles en 787. Cependant, la nouvelle approche visant à réunir les deux familles se heurte à une opposition farouche, notamment de la part du puissant eunuque Aïtios à Constantinople. Un empereur byzantin ne pouvait tout simplement pas épouser un barbare illettré, même s'il avait été béni par le pape et portait de spectaculaires collants rouges. En octobre 802, les plus hauts responsables de la cour de Constantinople se réunissent dans l'hippodrome, déclarant que l'impératrice n'avait plus de raison d'être. Irène fut destituée, exilée dans un monastère de Lepsos et remplacée par Nicéphore Ier, l'un des anciens ministres des Finances de l'impératrice. Irène meurt moins d'1 an après avoir perdu le trône qu'elle avait tant aimé et auquel elle s'était accrochée pendant si longtemps. Comme on l'a vu, issue d'une famille de l'aristocratie athénienne, Irène est choisie peut-être à l'issue d'un concours de beauté par l'empereur Constantin V comme épouse pour son fils Léon IV, dit le Khazar. Entre le 8e siècle et le 10e siècle, le concours de beauté est en effet un moyen utilisé par les empereurs pour choisir leurs épouses. Mais ce n'était certainement pas le seul critère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien.
Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.